bonjour. Aujourd'hui, un entretien un peu décalé avec le docteur Pereira que je passe à la question sur un fauteuil adapté. Alors, docteur Pereira, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'Octobre Rose. Parce que là, on est un peu à distance et j'ai l'impression qu'en dehors d'Octobre Rose, il n'y a plus rien. Ah, il n'y a plus rien de commenté, mais après, le dépistage du cancer du sein, ça va être toute l'année. On va s'organiser pour inciter nos patientes à faire leur dépistage, mammographie, tous les 2 ans à partir de 50 ans. Certains cas nécessitent des mammographies avant, selon les antécédents familiaux ou personnels. Mais en tout cas, on ne peut que les inciter. Rappelons que le dépistage permet d'éviter des prises en charge de cancer qui sont très évoluées, avec des traitements beaucoup plus lourds, qui nécessitent des ablations, des chimiothérapies. Le dépistage a réellement un impact très fort sur la survie des patientes. Et donc, on ne peut que les inciter à participer à ce dépistage. Et donc, ne pas écouter la polémique anti-dépistage. Et ne pas écouter cette polémique anti-dépistage. Ce qui a été mis en cause, mais y compris dans les sociétés savantes, c'est le surdiagnostic. Et probablement qu'il y a un surdiagnostic sur des petites tumeurs qui auraient pu ne pas évoluer si on n'avait pas été les rechercher. Et donc, on se retrouve avec des patientes qui sont opérées, radiothérapiées, peut-être à tort, sur des tumeurs latentes quiescentes. Mais on ne peut absolument pas se baser uniquement sur quelques cas comme ça. Le dépistage permet de diagnostiquer des lésions qui sont infracliniques, c'est-à-dire qu'on ne palpe pas. Quand on attend que la tumeur soit palpée, selon où elle est localisée, en général, elle fait 2 cm. 2 cm pour une tumeur, c'est déjà important et ça va nécessiter un traitement plus complexe. La mammographie trouve des lésions aujourd'hui qui font 4 ou 5 mm et ça, c'est la réussite du dépistage. D'accord. Et vous, que faites-vous donc une fois que vous avez dépisté une tumeur? Les patientes nous sont adressées une fois la tumeur dépistée par la mammographie et l'échographie et bien souvent biopsiée parce que pour la prise en charge, on a besoin de savoir quelle tumeur, quelle est son agressivité pour préciser au mieux la prise en charge qui doit être très adaptée en fonction de la pathologie. C'est une pathologie très fréquente qu'on connaît tous très bien, mais il faut que le traitement soit le plus juste et le plus adapté à la pathologie. Une fois que les patientes arrivent, ça nous permet d'évaluer le stade de la tumeur et la prise en charge. Bien souvent, et ça c'est là où j'interviens, la prise en charge dans un premier temps est chirurgicale. Ça va permettre l'ablation de la tumeur, parfois sur des grosses tumeurs ou des tumeurs qui sont multiples dans le sein, l'ablation du sein. Là, on peut intervenir aussi pour faire une reconstruction mammaire, et là qui peut se faire soit par des prothèses, soit par des lambeaux. Et ensuite, le reste du traitement qui peut comporter de la radiothérapie, de la chimiothérapie et parfois de l'hormonothérapie. Le ganglion sentinelle, c'est quoi? Le ganglion sentinelle, c'est le représentant des ganglions au niveau du creux axillaire. C'est le ou les ganglions, parce que des fois ils sont plusieurs, ils sont 2 ou 3, qui drainent la plus grande partie du sein. Ce qu'on a considéré dans les études, ce qui a été montré, c'est que si ce ganglion n'est pas malade, on admet que les autres ganglions ne sont pas malades. Si celui-ci est malade, on propose d'enlever les autres pour éviter de laisser des ganglions malades en place. Tout l'intérêt de cette technique, c'est que la technique du ganglion sentinelle ne provoque pas de gros bras ou inférieur à 0,5%. Alors qu'un curage, avant, quand les curages étaient plus importants, on arrivait jusqu'à 10% de gros bras, ce qui est quand même très invalidant pour des patients qui bien souvent en plus sont des patientes jeunes. D'accord, vous parlez de reconstruction et là, nouvelle polémique, en ce moment il y en a pas mal. Les prothèses. Les prothèses, les implants, alors est-ce qu'à l'hôpital d'Arras, on pose des implants qui ne seraient pas adaptés? Alors ça dépend des jours, non, je ne pose pas d'implants. Les implants, il y a eu 2 polémiques. Il y a eu les implants PIP, qui étaient des implants mammaires, donc là j'en ai un dans la main depuis tout à l'heure, qui contenaient du silicone industriel à l'intérieur. En fait, c'était des gens malveillants qui, au lieu de mettre du silicone médical, qui coûte très cher, ont mis dedans du silicone industriel. Ce qui s'est passé, c'est que forcément, ce n'était pas adapté. En contact avec le corps, il y a eu de nombreuses conséquences et des choses très graves. Ça, c'est une malveillance qui a été faite. Maintenant, ce dont on parle en ce moment, ce sont des réactions des prothèses qui peuvent créer des lymphomes. Donc, c'est une maladie du tissu lymphatique provoquée par les prothèses qui sont
texturées. Les prothèses texturées, celle-ci c'en est pas une, ce sont des prothèses qui sont assez épaisses. Et effectivement, il y a eu des cas de lymphome sur des prothèses. Est-ce que c'est une raison pour empêcher toute reconstruction par prothèse? N'oublions pas que c'est un bon moyen de reconstruction, un moyen de reconstruction qui est relativement rapide, qui est un bon premier moyen de reconstruction, qui évite d'autres cicatrices et qui permet à beaucoup de patientes d'avoir un sein au sortir d'une intervention. Donc il faut rester prudent. Ces études ont des niveaux de preuve, en médecine on dit des niveaux de preuve, c'est-à-dire que ce qui est apporté comme preuve est quand même assez faible. Ne nous laissons pas non plus avoir par des lobbies derrière tout ça qui nous inciteraient à renoncer à ça. À renoncer. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à la reconstruction immédiate? Alors ça dépend, c'est très propre aux équipes. Et moi, je pense que j'ai été formée à Paris où on faisait beaucoup de reconstruction immédiate. Donc, moi, je ne peux que inciter à la reconstruction immédiate, déjà parce qu'on laisse la peau native en place et que ça donne des jolis résultats, parce qu'on laisse le sillon sous-mammaire en place, donc cette zone qui est sous le sein, qui est très dure à refaire. Alors, on sait le refaire, mais ça reste artificiel quand on le refait. Quand on fait une reconstruction immédiate, le sillon reste en place, et ça c'est aussi un gage. Et puis à titre là plutôt psychologique, moi je trouve que de dire à une patiente je vous enlève votre sein, puis dans 9 mois on fera d'expansion et puis dans 2 ans vous aurez de nouveau un sein reconstruit, psychologiquement je trouve ça difficile. Le fait de ne pas se retrouver amputé et en ayant expliqué aux dames qu'on va leur reconstruire un sein, que ce ne sera pas leur sein, qu'il faut en faire le deuil, une fois qu'on a passé cette étape-là de deuil, et ben, psychologiquement, c'est quand même plus facile que de se retrouver amputé. D'accord. Et ça, c'est mon point de vue. Concernant les traitements, vous avez évoqué la radiothérapie, la chimiothérapie et l'hormonothérapie, dont on parle beaucoup moins, et pourtant il s'avère que voilà, 20% des femmes, même plus, 30%, ai-je lu, renonceraient à ce traitement au bout de 2 ans de traitement. L'hormonothérapie, c'est un très bon traitement parce qu'il permet, par sa prise quotidienne, d'aller tuer des cellules tumorales qui se redévelopperaient. Et ça, donc, c'est une protection 5 ans supplémentaires après la prise en charge initiale chez les patients qui ont des récepteurs hormonaux. C'est un très bon traitement, mais qui n'est pas sans effet secondaire. Et ça, c'est très variable d'une patiente à l'autre, probablement pour des facteurs qu'on ne connaît pas très bien encore. Mais il peut y avoir une difficulté à supporter ce traitement et des renoncements au traitement, effectivement. Alors, il y a 2 grandes catégories de traitements qu'on va pouvoir donner, soit chez les patientes non ménopausées, soit chez les patientes ménopausées. Une des caractéristiques communes de tous les traitements, c'est les bouffées de chaleur. Et les bouffées de chaleur, on est à 35 ans, 50 ans, 70 ans, c'est quand même assez difficile à gérer, ça peut vraiment pourrir la vie. Ensuite, chez les patientes un petit peu plus âgées, il peut y avoir avec les anti-aromatases, qui est une des catégories, pas mal de soucis ostéo-articulaires, avec des douleurs dans les articulations, dans les muscles, qui là encore peuvent vraiment invalider les patientes. Il y a toujours des moyens de lutter contre ça. Pour les bouffées de chaleur, il existe quelques traitements. Alors rien n'est miraculeux, mais moi j'ai vu des très bons résultats avec l'homéopathie. On peut avoir de très bons résultats avec de l'aromathérapie. C'est vraiment très fluctuant en fonction des patientes et certaines sont assez rebelles et on est obligé d'aller jusqu'à des traitements antidépresseurs qui peuvent agir sur les bouffées vasomotrices. Après, pour les douleurs articulaires, ce qui a été montré et qui se reproduit dans la réalité, c'est que l'activité physique aide énormément à la régulation de ces douleurs. En fait, c'est une sorte d'enquistement des articulations et des douleurs au niveau des muscles. Et l'activité physique quasi quotidienne, qui englobe en plus une activité qui doit être complète, c'est-à-dire que la marche c'est bien, mais c'est pas bien pour le haut du corps. La course ce sera bien pour le bas, mais moins pour le haut. Il faut vraiment faire quelque chose qui est assez global, de la gymnastique, de l'aquagym, enfin vraiment quelque chose qui fait travailler la totalité du corps. Et là, on a vraiment des résultats très intéressants avec une réduction des douleurs. Et concernant les récidives, est-ce qu'il y en a beaucoup? Les récidives, il y en a, et on le sait que de toute manière, il y a 10% à peu près de récidives, tout stade confondu et tout niveau confondu. Les récidives, on sait les traiter, aussi bien que les maladies initiales. C'est pour ça qu'il faut être suivi régulièrement par mammographie, ce
qui permettent de diagnostiquer les récidives locales. Il existe aussi des récidives sous forme de métastases qui sont diagnostiquées au moment de symptomatologie ou au moment de suivi. Maintenant, de plus en plus, nous adaptons le traitement adjuvant, c'est-à-dire en plus du traitement initial à la pathologie et à la gravité. On dispose actuellement d'un test génétique pour les patientes chez qui il existe un doute sur l'intérêt, par exemple, d'une chimiothérapie après la chirurgie. Ce test, ça s'appelle l'Oncotype. C'est un test qui coûte 1 800 €, qui est pris en charge par l'hôpital, qui n'est pour le moment pas remboursé, mais ils sont en train de demander les autorisations. Ce test évite 70% de chimiothérapie. C'est-à-dire que des patientes chez qui on dirait « Oh, vu le profil de la tumeur et la présentation, on va faire une chimio en prévention », dans 70% des cas, ce test nous montre que la chimio est inutile. Et ça, c'est une avancée. Et c'est une première avancée, et d'autres avancées vont arriver aussi sur des traitements plus précis en fonction des catégories de tumeurs, en fonction, regardons l'HER2. Avant, on ne recherchait pas l'HER2 sur les tumeurs. Depuis qu'on l'a recherché, on a trouvé un anti-HER2, et ça a modifié grandement le pronostic de ces tumeurs. Elles exprimaient un HER2, elles étaient très agressives. Nous avons maintenant un anti-HER2. Grâce à ça, les tumeurs sont beaucoup moins agressives et on soigne des HER2 positives. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. D'accord. Et donc, l'hôpital d'Arras prend en charge ce test génétique. D'accord, c'est énorme. C'est énorme, oui, parce que nous, depuis qu'on l'a mis en place, ça fait la 2e année, on a fait de la chimiothérapie qu'à 2 patientes, alors que la demande a été faite pour une vingtaine de patientes. Donc on est bien dans les statistiques. Tout à fait. Est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer aux patientes atteintes d'un cancer du sein, par exemple, et qui auraient du mal à tenir le choc? C'est un cancer qui est fréquent. Il ne faut pas hésiter à participer à des groupes d'activités sportives, à des groupes de patientes, je trouve à chaque fois, certaines de mes patientes, elles se réunissent autour de certaines activités manuelles, sportives, et à chaque fois c'est un moment assez intéressant. Le cancer du sein, c'est un moment dans la vie, et puis après maintenant on sait les soigner, donc il y a tout le reste de la vie, et il faut vivre avec ça, mais bien vivre, et je trouve que l'activité déjà physique et intellectuelle est importante, et quand on peut se rassembler, c'est toujours un moment agréable, je pense. C'est ce qu'on remarque chez les autres pathologies où les associations sont très utiles. Bon, merci beaucoup, Madame Pereira. C'est Madame Merguet. À bientôt.